Bon, bienvenue à tous. Heureux de vous accueillir ici à l'École normale supérieure, qui est un haut lieu du savoir, vous le savez. On y fait de la recherche, pas seulement en mathématiques, hein, il y a beaucoup d'autres disciplines qui sont représentées. Et puis cette connaissance, on la diffuse aussi. C'est la raison pour laquelle c'est une école. Merci à Catherine Gufflet, inspectrice d'académie sur Versailles. Merci Eric de Gors, que je ne vois plus, il est peut-être dans le couloir, inspecteur d'académie sur Créteil. Merci Victor, donc, qui représente Culture Maths, c'est responsable éditorial. Culture Maths, ça résulte d'un accord entre l'École normale supérieure et puis la DGESCO, donc le ministère. C'est un site expert de ressources qui est donc labellisé et complètement supervisé aussi par l'Éducation nationale. Ça vous a été dit, on a la chance de vous proposer une conférence. Donc, ce sera Daniel Pérez, qui est un tout jeune doctorant, multilinguiste. Il parle l'espagnol, il parle l'anglais, il parle le français, il bascule d'une langue à l'autre parfaitement couramment. Il travaille dans le cadre de son doctorat avec Pierre Pansu et Claude Viterbo sur un sujet dont il vous dévoilera peut-être quelques éléments. Enfin, je lui laisse la primeur. En tout cas, merci à toi, Daniel, d'avoir répondu présent. Pendant peut-être un quart d'heure, je vais vous parler aussi de ma conception des choses, pour plusieurs raisons. D'abord, j'adore être au contact avec vous, les enseignants. Ça m'arrive, hélas, assez fréquemment, mais quand cette occasion se présente, je la saisis et j'en profite. Et puis, alors il ne s'agit pas non plus de monopoliser la parole, donc vous m'arrêterez au bout de 20 minutes si vraiment je déborde. Et puis le sujet, bien sûr, a retenu toute mon attention. Mais je crois en la richesse des langues. On peut être admiratif devant leur graphie. On peut s'extasier à leur écoute, leur musicalité. On est bien sûr admiratif devant leur structure, les règles qui les régissent. Et j'ajouterais que on a, à travers leur étude, une idée de notre histoire. On revient et on remonte aux sources, aux origines de l'homme et de la pensée humaine. Et en cela, quand on les lit avec les mathématiques, on donne et on offre une autre vision de leur portée universelle. Et je vous en donnerai quelques exemples par la suite. Mais avant, puisque j'ai le plaisir d'échanger avec vous, j'aimerais aussi vous rappeler combien vous êtes essentiel à la transmission. On a souvent tendance, c'est peut-être un raccourci de l'esprit, à se dire, ben voilà, il suffit de mettre les élèves en groupe, on leur distribue une activité et puis le savoir poussera tout seul. Un peu comme si c'était une génération spontanée qui sortait de l'eau. Évidemment, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque précisément, et là je fais la jonction avec le sujet, l'étude des mathématiques et l'étude des langues nous rappellent le juste déroulement du temps, la juste échelle du temps. Il a fallu des millénaires pour en arriver où nous en sommes, pour avoir la langue que nous avons et pour avoir les connaissances que nous avons. Donc c'est bien évident qu'en quelques minutes, quand bien même vous auriez les élèves les plus brillants du monde, quand bien même ils se mettraient en groupe et collaboreraient, ce qui est souvent dépeint de manière très idéale, eh bien, il en sortirait d'un seul coup la science infuse. Ah, ça ne marchera pas comme ça.
C'est comme les gens c'est la grande mode, c'est comme les gens qui creusent une piscine. En région parisienne, bon, le climat s'y prête pourtant pas tellement, mais y a ceux qui ont un jardin, voilà, c'est leur obsession parfois, ils se font construire une piscine. Bon, alors au début ils en profitent bien, et puis de toute façon il ne fait pas très beau ici, donc petit à petit ils laissent les choses aller, l'eau brunit, elle jaunit, bon, il commence à y avoir des grenouilles, bon, ça les étonne pas tant que ça. Ils se disent, bon, bah, les grenouilles, elles viennent des égouts, elles viennent d'à côté. Des algues, des mousses. C'est pareil, après tout, il y a bien des mousses qui s'accrochent au mur assez naturellement. Hein. On peut penser que c'est apporté comme ça par le vent. Et puis, bon, de toute façon, ils ne s'y baignent plus. Hein. Puis 2-3 ans après, ils se rendent compte qu'il y a des poissons. Waouh! Là, le choc, la grosse surprise. Et puis, ils se disent, c'est fantastique. C'est toute l'évolution darwinienne qui s'est concentrée en 2 ou 3 ans dans mon bassin, dans mon petit bocal. Voilà, j'ai reconstitué la vie. Alors évidemment, c'est pas du tout ça. Hein. Les poissons, ils n'arrivent pas par l'opération du Saint-Esprit. Les poissons, ils arrivent parce que les œufs, ils s'accrochent aux ailes des oiseaux, aux plumes. Et les oiseaux, ils vont de plan d'eau en plan d'eau, et puis hop, un jour, il y en a un qui vient boire chez vous, et ben voilà, c'est comme ça que ça arrive. Et ben, vous, c'est ça. Vous êtes les signes qui faites descendre le savoir, qui vous posez dans la salle de classe et qui apportez votre connaissance. Voilà, mais c'est pas qu'une image. Il y a vraiment une conception aussi, et on l'oublie trop, une conception descendante dans la transmission. Une conception, un geste magistral. Et ce mot n'est pas une injure, au contraire, c'est un mot magnifique. C'est un mot d'ailleurs qu'on retrouve dans, et là ça fera aussi le pont, qu'on retrouve dans l'Almageste de Ptolémée. Hein, ce traité, Almageste, qui veut dire le majestueux, le grand, le magistral. Voilà. Alors, il y a donc tout ça pour dire, voilà, je crois vraiment aux langues et à la transmission du savoir et à l'articulation avec les mathématiques. Il y a une deuxième raison pour laquelle je soutiens à fond l'enseignement de la DNL, c'est que c'est susceptible d'attirer un public plus large vers notre discipline, les mathématiques. Un public peut-être de jeunes gens qui viennent d'arriver en France, qui maîtrisent une autre langue que la nôtre, hein, voilà, mais qui, à travers la DNL, vont pouvoir être à l'aise aussi sur cette langue-là. Et puis, un public plus mixte, filles, garçons, aussi bien sensibles à la littérature qu'aux équations. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de mathématiques, brièvement, et de mathématiques en langue arabe. Daniel, qui prendra la suite, lui, il mettra plus la focale sur l'anglais et l'espagnol, et je crois qu'il nous réserve quelques surprises avec d'autres langues, mais en tout cas, on s'est mis d'accord, pas l'arabe. Alors, moi, c'est une langue que je parle. Hélas, je ne la parlerai jamais aussi bien qu'un... Je ne suis pas né de l'autre côté de la Méditerranée. Moi, je suis né en France. Je suis un beurre. Et donc, voilà, je l'ai appris, je la parle avec un accent, mais je la parle quand même. Et on va, à travers l'arabe, on va reconstituer le cheminement assez tortueux qui nous a apporté un certain nombre de mots et de signes. Et je vais commencer par le mot sinus. Le sinus, de la trigonométrie habituelle. Alors, tout a commencé chez les anciens, hein, en Grèce antique. Et c'est intéressant parce que là, on va voyager. Et on va se rendre compte que finalement, le savoir, il appartient, c'est un bien commun, il appartient à tous. Il n'appartient pas plus à moi qu'à l'éducation nationale d'ailleurs, hein, qu'au programme. Vraiment, c'est à partager sans modération. Donc le sinus.
On remonte dans le temps, l'Antiquité grecque, il y a beaucoup d'astronomes. Et qui dit astronomie dit trigonométrie, la science de la mesure des trois angles d'un triangle. Hein, tri 3, gono angle, métrie mesure. Et bien oui, parce qu'en astronomie, on accède aux distances par l'intermédiaire de la mesure des angles, comme en trilatération ou en triangulation, hein, quand on fait de l'arpentage. Et le sinus à l'époque, enfin, ce qu'utilisent les Grecs, c'est la corde. Hein, c'est leur sinus à eux. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de différence avec notre sinus moderne d'aujourd'hui. Je vous fais un petit croquis. Hein. Donc notre sinus à nous, voilà, j'ai un cercle trigonométrique. Alors ça, c'est une conception moderne, évidemment, une vision moderne des choses. Voilà, j'intercepte ce cercle, et puis j'abaisse la hauteur. Voilà. Et si je double cette hauteur, donc ici vous lisez le sinus, bien sûr, notre sinus à nous, mais si vous doublez la hauteur, voilà, vous avez évidemment une corde qui sous-tend un arc de cercle. Voilà, si j'avais x là, j'ai 2x là. Voilà, et donc, les Grecs, eux, ils manipulaient cette corde. Il y a une deuxième manière de voir ce sinus à un coefficient 2 multiplicatif près, comme une corde, hein, puisque, là je change de couleur, mon triangle rectangle, qui est là, je peux toujours l'inscrire dans un cercle, voilà, dont l'hypoténuse est le diamètre. Donc le rayon, vous voyez, il est divisé par 2, hein, c'est plus qu'un demi, c'est plus 1. Et mon sinus est vu comme la corde de ce petit cercle rouge. Voilà. Alors, là, on est entre le 1er siècle avant notre ère et le 1er siècle après notre ère. Voilà, Hipparque, Ptolémée. Ptolémée dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc, ce n'était pas tout à fait innocent. Bon, puis les années passent. Et alors, peut-être à la faveur des conquêtes d'Alexandre le Grand, je ne sais pas exactement, je ne suis pas historien. Mais ce sinus, enfin cette corde plutôt, rebondit en Inde quelques siècles plus tard. Et en Inde, on a un mathématicien qui s'appelle Aryabhata à cette époque, donc qui manipule avec aisance hein, les cordes, d'ailleurs qui les calcule. Et la corde, dans sa langue sanscrite, ça se dit jiva. Très bien, donc il manipule des jivas. Et puis, à nouveau, le temps passe, et les Arabes rentrent en scène. Les Arabes, ils ont beaucoup appris des autres, et beaucoup diffusé, beaucoup transmis. Parce que sans eux, peut-être qu'il y aurait énormément de choses qui se seraient perdues. Hein, on dit que la bibliothèque d'Alexandrie aurait brûlé, par exemple. Hein. Donc, grâce aux Arabes qui ont retranscrit et consigné, eh bien, il y a un certain nombre de connaissances de l'Antiquité qui nous sont parvenues. Voilà. Donc les Arabes, ça propice aussi cette corde, et ils ne vont pas chercher à midi à 14h, ils empruntent le mot, jiva, et ils en font une translittération, à savoir le J, donc en arabe c'est comme ça, ensuite c'est un I long, donc il le prolonge, le I, ça c'est la lettre pour prolonger, et puis après va, alors, en arabe il n'y a pas de V, mais par contre il y a une lettre qui ressemble, qui est le B, donc ils mettent un B, voilà. Bon, et en arabe, les voyelles, donc là, sauf le Ya qui représente la longueur du J, les voyelles, on les représente par des
par des accents. Donc pour dire que c'est un J et pas un JA ou un JE ou un JU, on met ici un petit accent. Et pour dire qu'à la fin c'est un VA ou plutôt un BA, parce que le V n'existe pas en arabe, on met un petit accent qui est en haut. OK. Et puis les accents à l'écrit, en arabe souvent on les ôte. Quand vous lisez un journal en arabe, ou un manuel, les accents on les a fait sauter. Donc je les mets entre parenthèses. Donc les Arabes reprennent la corde qu'ils appellent jiva, qui est le sinus des Grecs. Le temps passe. Au XIIe siècle, il y a un Italien, je crois, qui s'appelle Gérard de Crémone, qui traduit les textes arabes en latin. Et donc il voit, et les textes scientifiques notamment, et il voit apparaître donc ce jiva, plutôt jiba. Il le voit apparaître sans les accents. Voilà ce qu'il dit, Gérard de Crémone. Et comme il n'y a pas les accents, lui, il pense que ce mot-là, c'est un autre mot qui a les mêmes consonnes, qui se prononcent légèrement différemment, qui existe dans la langue arabe, qui s'appelle, ce mot c'est jayeb. Les accents, ils sont, si on les met, ils ne sont pas au même endroit. Il y a un A, après il y a ce qu'on appelle un soukoun, et après un nouveau soukoun. Jayeb. Et jayeb, ça veut dire quelque chose en arabe. Ça veut dire la poche, le pli du vêtement. Le pli du vêtement. Donc lui, de bonne foi, il pense que ce que les Grecs ont voulu désigner comme la corde, qui est ensuite passée par les Indiens, par les Arabes, ça veut dire la poche, le pli. Et donc le pli, ça l'amène à penser à quelque chose qui ondule, une sinuosité, un sein, la poitrine, c'est la même racine. Voilà. Et il appelle ça donc le sinus, qui est arrivé jusqu'à nous. Et pourquoi on a gardé ce mot-là? C'est parce que, mais là il y a un anachronisme, bien plus tard on s'est rendu compte que la fonction sinus, elle avait cette forme de vaguelette. Et on s'est dit, finalement ça va bien ensemble. Donc on a gardé sinus. Voilà, mais on est passé de corde, insensiblement, à sinus en, vous voyez, plusieurs millénaires. Alors, donc aujourd'hui, quand vous lisez un manuel... quand vous lisez un manuel de mathématiques arabes, côté Orient, le sinus, il est... nous, on écrira sinus x, donc je mets sinus x en bas, et eux, ils écriront, donc ils reprennent la première lettre, le J, pour aller plus vite, ils oublient le petit point qui est en bas, le I long, soukouné, ils l'enlèvent pour aller plus vite, et après, ils mettent juste le B, mais sans le point, pour aller plus vite. Et sinus de x, alors x, et là, ça m'amène à un deuxième sujet. Le x, il le représente, c'est pas la lettre x, il le représente par un S. Eux, ils disent sinus S. Alors, et là, c'est un autre point étymologique intéressant. Nous, la variable, on l'appelle x. En fait, ça vient d'où? Ça vient des Arabes. Les Arabes, la variable, ils appelaient ça un quelque chose. Un quelque chose, en arabe, ça se dit shay. Ça s'écrit comme ça. Ils se sont beaucoup intéressés, les Arabes, à l'algèbre. D'ailleurs, c'est un mot arabe, algèbre. Ça veut dire la réparation, la compensation. J'ôte quelque chose à gauche, je le reporte à droite. Et aujourd'hui, ça veut dire le plâtre, justement ce qui répare. Le plâtre quand vous êtes cassé le bras. Donc, le quelque chose, quoi, la variable, ils appellent ça une chose, shay. Et là, vous avez le HCH,
et là le aïe. Donc quand on va plus vite, les 3 points que j'ai mis, on les ôte, on les enlève. C'est pour ça que c'est ici. Alors bon, il faut avoir l'œil exercé, mais cette lettre-là, c'est la même que celle-là, mais sans les points. Bref, donc quand c'est ce qu'il faut retenir, c'est que ça commence par un che, quelque chose, shei, qui est devenu d'ailleurs chouïa en français, hein, un petit quelque chose. Et donc après en Occident, donc on a entendu l'initiale ch. Le ch, ça nous fait penser à la lettre chi du grec. La lettre chi du grec, c'est ça. Et quand on la miniaturise, ça devient le petit x. Voilà, c'est assez fascinant. Hein. Alors, je dis ça, c'est chez les Arabes d'Orient, parce que c'est chez les Arabes d'Occident. L'Arabe d'Orient, c'est Mashrek. L'Arabe d'Occident, Maghreb. Chez les Arabes d'Occident, eux, ensuite, ils ont utilisé nos codes à nous. Eux, ils écrivent vraiment sinus. Ils écrivent en arabe, et puis après, sinus en français. Hein. Bon. Et ça m'amène à un dernier point. Chez les Arabes d'Orient et chez les Arabes d'Occident, il y a eu, pas une scission, mais il y a une bifurcation à un certain moment. Pour les langues, mais aussi pour les chiffres. Donc les chiffres qu'on appelle les chiffres arabes, ils ne viennent pas des Arabes, hein, ils viennent des Indiens. Donc les Arabes, ils se les ont appropriés. Et ils sont restés à peu près tels que chez les Arabes d'Orient. Et puis chez les Arabes d'Occident, ça a évolué et c'est devenu nos chiffres à nous. Les chiffres indo-européens en vérité. Bon. Et chez les Arabes d'Orient, c'est une énorme confusion. Ça peut créer une énorme confusion. Quelqu'un qui vient de Syrie, par exemple, quand il arrive en France, il ne comprend plus rien quelque part. Parce que chez les Arabes d'Orient, donc eux ils n'ont pas beaucoup touché, ils n'ont pas beaucoup bougé aux chiffres indiens, c'est resté à peu près pareil. Le 0, ça se note par un point, c'est-à-dire notre virgule à nous. Le 4, ça se note comme un epsilon. Voilà. Le 5, ça se note comme 0, comme notre 0 à nous. Et sur le 0, d'ailleurs, je vous donnerai une petite anecdote ensuite. Le 6, ça se note comme notre 7 à nous. Et en plus, c'est pire que ça se prononce comme notre 7 à nous, ça se dit 7. Ensuite, pardon, oui, c'est le... Je me mélange, là c'est le français et là c'est l'arabe. Le 6. Ensuite, le 7, ça s'écrit comme notre 5 romain. Voilà. Le 8, comme notre produit vectoriel. Ensuite, 9 et 10, c'est pareil. 9, c'est pareil. Et 10, le 10, ils écrivent 10 comme nous. C'est-à-dire, il y a d'abord, ils écrivent pourtant de droite à gauche, mais ils mettent d'abord 1, puis 0. Ensuite, le 20, c'est 2 puis 0. Voilà, et à droite, le 0 est à droite du 2, quoi. Et ils comptent comme les Suisses. Bon, il y a le 20 qui est un... on en a discuté il n'y a pas longtemps avec Sylvia. Le 20, donc c'est un duel. Hein, il y a un mot spécial pour dire 20. Et puis après, qui est dérivé du 10. Et puis après, 30, 40, 50, pour eux, c'est 3 x 10, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 7 x 10, 8 x 10, 9 x 10. On arrive comme ça jusqu'à 100. Et ils font il y a une régularité de position, c'est-à-dire que 21, ils le disent 1,20, 22, 2,20, etc., 33, 3,30, 45, 5,40, voilà. Et ensuite, ils arrivent à 100, et là, il y a une nouvelle difficulté pour les gens qui viennent de là-bas. 100, ça se dit 1000, en fait, ça se dit 1000. Ça ressemble à 1000. Donc, c'est bon, là, on patauge un peu. Et j'en termine avec le 0. Et après, je m'arrêterai là, parce qu'il vaut mieux, sinon je vais raconter des bêtises. Et on ne m'arrêtera plus. Le 0. Ah, ça, c'est fantastique. Ça. Donc, il vient des Arabes, le 0. Je ne pense pas qu'il y avait chez les Indiens le 0. Je crois que c'est les Arabes qui l'ont ajouté. Et donc, 0, hein, chez les Arabes, ça se dit justement, écoutez bien, ça se dit chiffre. Et donc,
chez nous, on l'a emprunté le mot, c'est devenu chiffre. C'est-à-dire que chez nous, chiffre, quand on dit chiffre, bah, ça veut dire le chiffre. Tandis qu'un arabe qui vient et qui entend chiffre, enfin chiffre exactement, lui, il comprend 0. Voilà. Donc, c'est pas. Et ils ont un mot pour dire chiffre, hein, c'est Ardad, c'est un autre mot, quoi. Voilà. Donc, sur ce petit condensé, voilà, en accéléré, vous avez pu mesurer aussi quelque part toute l'ampleur, la difficulté d'enseigner les mathématiques dans une langue étrangère. Alors, c'est vrai pour l'arabe, mais je suis sûr, c'est également vrai pour l'espagnol, l'italien, le russe. Voilà. Donc, il y a des similitudes, mais il y a aussi des nuances, des différences, des choses trappes, hein, des pièges. Hein, et en même temps, une fois qu'on les a désamorcés, ces pièges, parce que je pourrais vous dire pourquoi le 6, on le note comme ça, on le note comme un 7, il y a des explications à tout ça. Hein, c'est pareil, ça peut s'analyser, ça peut se comprendre. C'est pas un hasard complet, c'est pas le fruit totalement fortuit de la vie. Hein, derrière, on pourrait essayer de comprendre pourquoi. Donc quand on fait l'effort de comprendre, ça devient absolument fascinant. Et donc c'est aussi ça que vous faites au quotidien avec vos élèves. Et merci pour ça. Merci de consacrer un peu de votre temps pour continuer à vous former en mathématiques. C'est-à-dire qu'on rentre dans le dur, là. On ose. On n'hésite pas à rentrer dans une formation où on ne parle pas de maths, on s'est trompé, quoi. On vous a menti sur la marchandise, quoi. Moi, je viens aussi, je vous parle de maths, j'ai pas peur. Et d'ailleurs, j'ai peut-être dit des bêtises, j'espère pas trop, mais j'ai pas peur de le faire. Voilà. Et donc maintenant, Daniel, à ton tour, et je pense qu'il va vous enchanter, vous émerveiller. Vous allez voir, là c'est pareil, on va faire le tour du monde.